Aux États-Unis, les élections de mi-mandat qui se sont tenues hier et elles ont commencé à livrer leurs résultats. On rappelle, l'enjeu de ce scrutin, c'est le renouvellement de l'intégralité de la Chambre des représentants d'une part et un tiers du Sénat d'autre part. Malgré les sondages, la vague promise aux républicains n'est pas vraiment au rendez-vous. Si le parti qui a porté Donald Trump au pouvoir en 2016 a pris de l'avance à la Chambre des représentants, il est au coude à coude avec les démocrates dans la course au Sénat. Les républicains qui espéraient une large victoire qui servirait de rampe de lancement à Donald Trump pour une candidature en 2024 n'ont pas vraiment de quoi se réjouir pour l'instant. À l'heure actuelle, les républicains ont 47 sièges au Sénat alors que les démocrates en ont 46. Il faut savoir qu'il faut 51 sièges pour avoir la majorité absolue. À la Chambre des représentants, les républicains ont pour l'instant 199 sièges et les démocrates 174. Il en faut 218 pour la majorité absolue. Alors pour décrypter les résultats en cours, je reçois donc en visio Tristan Cabello. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous m'entendez bien? Oui, merci à vous. Super, merci beaucoup. Alors, en fait, ma première question, alors évidemment, je parlais de vague républicaine, qu'on peut dire vague rouge, hein, couleur des républicains là-bas aux États-Unis, à ne pas confondre avec le rouge de chez nous, n'a pas eu lieu dans les proportions attendues par de nombreuses prédictions des sondages avant le scrutin, même si les républicains sont en bonne voie de se targuer d'une majorité relative à la Chambre des représentants, leur marge est moindre qu'attendue. Ouais, vous avez tout à fait raison. Alors, ce qu'on nous prédisait dans les 2, 3 dernières semaines, c'était vraiment une vague rouge. Et ce matin, le New York Times, en fait, titre, c'est la vague rouge qui n'a jamais atteint la plage, parce qu'en effet, c'est une petite vaguelette qui est arrivée sur le Sénat et sur la Chambre des représentants. En fait, à l'heure il est 11h18 là du matin aux États-Unis, on ne sait toujours pas qui a gagné. C'est-à-dire qu'au Sénat, ça se jouerait à 2 ou 3 sièges qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Il se peut aussi qu'au Sénat, on ne sache pas jusqu'à décembre, en fait, qui aura gagné, Ah oui. car il pourrait y avoir des deuxièmes tours. Et à la Chambre des représentants, là aussi, ça va se jouer à très peu de sièges, peut-être une petite dizaine. Donc, si les républicains l'emportent, ça n'est pas encore joué, ça n'est vraiment pas encore joué, ça sera avec une majorité très, très faible. Alors en fait, il y a deux questions qui se posent en termes d'enjeux. Alors déjà, il y a évidemment les enjeux politiques globaux, les rapports de force politiques, la polarisation des rapports de force politiques américains. Mais il y a une autre question, c'est... alors effectivement, les sondages prévoyaient une vague rouge, mais on a peut-être oublié d'analyser l'état du camp républicain entre les Trumpistes et l'establishment d'un côté. À quel niveau se situent les divisions au sein du camp républicain? Alors, le camp républicain est tout à fait divisé, et plus que jamais après le résultat de ces élections de midterm. Il faut savoir que tous les républicains centristes, modérés, ont été mis de côté dans cette élection et que le parti est entièrement régulé, entièrement dirigé, entièrement à la merci de Donald Trump. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ces élections de midterm, on a vu que tout ce que les gens qu'on appelait les bébés Trump, les baby Trump, c'est-à-dire des gens qui poursuivre vraiment l'idéologie Trump et qui sont aussi des candidats qui savent très bien manier le marketing audiovisuel, la communication politique. Tous ces candidats, à quelques exceptions près, ils ont perdu les élections. Ouais. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une autre figure, alors peut-être un peu plus modérée que Trump, encore que Ron DeSantis, qui émerge, le gouverneur de la Floride, et qui pourrait bien reprendre le dessus. Seulement, il faut quand même rappeler que s'il y avait des primaires républicaines demain aux États-Unis, Donald Trump serait élu haut la main, 60-70%, contre son adversaire Ron DeSantis, qui serait entre 10 et 20%. Donc Donald Trump a encore la main. C'était les résultats avant les midterms. Là, il semblerait quand même que le Trumpisme n'ait pas disparu, mais qu'en tout cas que Donald Trump soit en difficulté. Ah oui, d'accord. Donc en fait, j'avais prévu cette question pour la fin, mais du coup, comme vous en parlez, c'est l'occasion d'y venir. Effectivement, euh, au sein du camp républicain, comment ressort justement le camp Trump? Est-ce qu'il en ressort affaibli, renforcé? Comment ça se situe? Oui, alors ça, c'est encore assez dur à analyser parce que bon, on n'a pas tous les résultats. En tout cas, ce que l'on voit j- à l'heure qu'il est là, c'est que la plupart des candidats Trump, c'est-à-dire Mehmet Oz, Kerry Lake, la plupart des election deniers, des négateurs, des nieurs de l'élection,
eh bien ils ont perdu et ils ont perdu de très loin. Alors c'est pas du tout ce qu'on avait prédit. Il faut savoir quand même que Donald Trump dans les dernières semaines là a quand même fait une bonne campagne énergique à la Trump, hein. Il a mobilisé son électorat, mais ça n'a pas été assez pour remporter haut la main des sièges au Sénat et à la Chambre des représentants. Et en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le camp Trump est vraiment affaibli. Vraiment, ce que l'on entend aussi dans les éditos, dans les commentaires, dans les matinales ici aux États-Unis, c'est aussi des personnalités officielles du Parti républicain qui nous disent, ben, il va falloir poser la question Trump, c'est-à-dire que Trump nous dessert maintenant. Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que certains personnages, certaines nouvelles hautes figures du Trumpisme ont perdu. D'ailleurs, il y a des États, pour revenir un peu plus largement aux républicains, les républicains ont même perdu des États qu'on n'attendait pas forcément à les voir perdre, comme le Massachusetts. Si, le Massachusetts quand même, mais ce qui est intéressant dans le Massachusetts, c'est qu'il y a il y a une nouvelle génération de démocrates, de femmes démocrates Mhm, qui ont été élues, particulièrement d'ailleurs une femme, la première femme lesbienne gouverneure d'un État qui a été élue dans le Massachusetts. mhm. Ce que l'on peut quand même dire aussi, c'est qu'il y avait quand même des compétitions hein, au niveau des gouverneurs. Qui n'étaient pas gagnées d'avance hein, pour les démocrates. On nous avait prédit vraiment des élections assez justes. Par exemple, on avait dit que dans l'État de New York, ici, la gouverneure démocrate, Cathy Hochul, était au coude à coude avec le républicain. Et en fait, pas du tout. Elle a gagné vraiment haut la main. Et il semblerait vraiment il y ait beaucoup d'États. On n'a pas les résultats encore de plusieurs États, mais il y a quand même deux, trois États qui basculent dans le camp démocrate. Donc c'est aussi une progression ici pour le camp démocrate. Alors, dans le camp démocrate, justement, puisqu'on en parle, dans le New York, Alexandria Ocasio-Cortez a été réélue à la Chambre des représentants. De son côté, Ilhan Omar a été aussi réélue dans le Minnesota. Est-ce que du côté des républicains, justement, il n'y aurait pas peut-être une consolidation du camp Bernie Sanders pour le coup? Ou en tout cas de l'aile gauche du Parti démocrate? Oui, vous avez tout à fait raison. Vraiment, l'aile gauche du Parti démocrate revient en force donc au Congrès et avec de nouvelles additions. Alors, vous avez parlé de AOC qui a gagné à New York, Jamal Bowman a gagné à New York Mhm. aussi, Cory Bush a gagné dans le Missouri. Il y a des socialistes aussi, des gens qui se présentent comme socialistes qui ont gagné dans le Texas. Il y a par exemple un nouveau venu, Maxwell Frost en Floride, qui est un noir américain gay qui a fait beaucoup d'activisme dans sa jeunesse et il n'a que 25 ans. C'est le plus jeune entrant au Congrès. Donc là, vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment l'aile progressiste, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire l'aile Sanders du parti qui se renouvelle que se renforce. Et aussi, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Bernie Sanders garde une vraie grande popularité chez les jeunes, chez les Ouais, minorités, chez les Afro-Américains, chez les Latinos. Dans la dernière semaine, Bernie Sanders, qui a quand même, donc je crois, 81 ans là, ouais. eh ben, a été mobilisé pour faire campagne dans 5 États pour mobiliser la jeunesse. Donc il était sur plusieurs campus. Vraiment, il y a une vraie poussée, hein, contrairement à l'autre extrême, il y a une vraie poussée de la gauche radicale, de la gauche progressiste aux États-Unis, qui a aussi gagné plein de petites élections au niveau des assemblées locales. Bah, il y a même aussi, on pourrait rajouter James Rosner dans le New Hampshire, qui a été premier homme transgenre à rentrer dans un parlement local. Effectivement, c'est marrant parce que justement, j'avais aussi prévu une question sur la polarisation des débats politiques et on voit bien que les enjeux sont énormément axés sur des thématiques sociétales comme le droit à l'avortement, notamment à cause de ce qui se passe à la Cour suprême. Euh, Comment vous analysez ce moment politique là à ce niveau-là? Alors c'est vrai qu'il y a une vraie polarisation aux États-Unis. Alors il y a des États qui voilà seront républicains ad vitam aeternam, des États qui seront démocrates tout le temps. Il y a des vrais enjeux, même des fois à l'intérieur des familles. Il y a des familles qui se parlent plus, des républicains et des démocrates qui s'opposent. Et puis de l'autre côté, ce que l'on voit, c'est quand même une vraie volatilité de l'électorat. C'est-à-dire que vous avez un grand centre des modérés, des indépendants qui basculent quelquefois du camp démocrate et puis qui basculent
quelquefois dans le camp républicain. Vous savez, par exemple, il n'est pas rare de voir des gens qui ont voté pour Obama, puis après pour Trump, puis après pour Biden, et puis qui là vont voter pour un gouverneur démocrate, mais pour un sénateur républicain. Donc il y a une vraie aussi, il y a des vraies nuances là à apporter. Je crois que ce qui est le plus flagrant là, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le Kentucky. Le Kentucky, c'est un État républicain, c'est un État conservateur, religieux même. Mais Très c'est rural aussi. un État qui a voté pour défendre l'avortement. Mm. Donc voilà, il y a des nuances comme ça à apporter. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que bien évidemment, il y a une polarisation dans le pays, mais que les idées progressistes, hein, les idées de justice sociale progressent aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une polarisation ville-campagne? Parce que quand on regarde la carte des élections qui sont en train de se jouer, on voit que bon, c'est toujours un peu la même chose, hein. Pour le coup, la vague rouge dans le Midwest, dans les États du Sud, très ruraux des États-Unis, comme l'Oklahoma ou le Missouri, voilà, c'est tout rouge, quoi. Il y a pas de contestation possible. C'est Ça c'est une analyse très juste et ça se superpose en fait aussi aux enjeux bien économiques et raciaux. C'est-à-dire que bien évidemment dans les campagnes, il y a aussi des gens et c'est prédominamment peuplé par des blancs en général peu éduqués et qui votent massivement pour le camp républicain. Mais là aussi, à l'intérieur d'un même État, on peut avoir voilà des poches comme ça qui sont très rurales, très républicaines, puis des centres urbains qui sont démocrates. Mais il y a une vraie opposition ville-campagne ouais. qui se juxtapose voilà à l'opposition minorité blanc, à l'opposition éduquée non éduquée, qui est très réelle dans le pays. Alors justement, dans les quatre États qui sont jugés clés dans ce scrutin, on a le Wisconsin, on a la Géorgie, on a l'Arizona et le Nevada. Alors je crois que le Nevada, c'est en train de se dégager côté républicain. Alors déjà, pourquoi ces États sont clés dans ces midterms? Alors, ils sont clés parce que ce sont les quatre États qui manquent pour le Sénat. Ils sont clés pour le Sénat et ils sont clés parce que ça se joue ben, à très peu de voix, hein. C'est-à-dire que, par exemple, en Géorgie, là, l'opposition entre Warnock d'un côté, le démocrate, et Herschel Walker, l'ancien joueur de football républicain, ça se passe, je viens de regarder les derniers sondages, là, les derniers retours des urnes, ça se passe à 30 000 voix. Donc c'est très très proche. Et puis ce sont des États voilà qui sont en transformation. Il y a un influx de nouvelles populations, de jeunes, de minorités. Donc on a vraiment du mal. Ils ont vraiment du mal avec les sondages à sonder très précisément ce qui se passe dans ces États. Donc ça, ce sont vraiment deux trois États clés pour le Sénat parce que c'est très très proche. Ah ouais, c'est vrai que ce sont des États, justement, on parlait de la carte électorale tout à l'heure qui montrait un peu le rapport de force. C'est vrai que on pourrait même rajouter l'Alabama, c'est des États qui d'origine étaient effectivement tout rouges et commencent à devenir un peu bleus par endroits. Oui, bah, c'est-à-dire que ça suit vraiment l'évolution de la démographie américaine. C'est une démographie qui devient de plus en plus mélangée, de plus en plus métissée. C'est une démographie aussi qui est jeune, hein. Les millénials et la génération Z, ce sont maintenant le gros segment hein, de l'électorat. Donc, par exemple, si on prend ben, la Géorgie, il faut savoir qu'en Géorgie, il y a un grand centre urbain qui est Atlanta, qui est encore un des rares centres urbains aux États-Unis qui est assez peu cher où on peut vivre assez bien, où il y a du travail. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université à 22, 23 ans et qui s'installent, qui déménagent à Atlanta parce que le cadre de vie est bien, parce que la vie est encore assez peu chère. C'est Et un donc grand ça dynamisme change culturel aussi. vraiment. Voilà, ça change de la carte électorale et puis ça change les résultats des élections. Même chose pour le Nevada, hein, vous savez, voilà, Las Vegas, c'est aussi un endroit où Reno, c'est aussi des endroits qui sont des centres urbains qui restent assez accessibles et donc les jeunes déménagent massivement vers ces régions. D'accord. Alors il y a quand même un État qui semble manifestement se consolider du côté des républicains, c'est la Floride. Oui, alors la Floride, et je crois que ça va continuer dans cette direction. C'est-à-dire, par exemple, moi, je mettrais en opposition la Floride et le Texas. C'est-à-dire que la Floride, due à sa démographie aussi, c'est-à-dire, bon, une population en général de retraités blancs assez aisés, et puis une population dans le sud de latinos, principalement des Cubains,
qui refuse quand même le concept du socialisme, le concept de la gauche radicale. Là, de plus en plus, je pense que dans les prochaines années, on va voir que c'est un État qui va se consolider Mhm. pour le camp républicain. Le Texas, par contre, on voit que eh ben, ça commence à s'effriter déjà, hein, la dominance républicaine. Ouais. Pourquoi? Parce que là aussi, ben, il y a des influx, hein, de nouvelles personnes, de nouvelles populations. Et par exemple, on voit ce qui est très frappant sur la carte électorale, que toute la frontière, en fait, entre le Texas et le Mexique, eh bien, le camp républicain perd beaucoup de votes dans cette frontière. Ouais, alors que ça devait être un enjeu justement pour la droite trumpiste, puisque anti-immigration, les questions du mur pour protéger le territoire, la frontière américaine des invasions migratoires, enfin de ce qu'il appelle les invasions migratoires. Et effectivement, c'est un peu un camouflet que dans ces zones-là précises, les démocrates gagnent du terrain. Ouais, c'est tout à fait un camouflet. Je pense que c'est vraiment ce que tous les commentateurs disent ce matin, et c'est vraiment très très vrai. C'est un énorme camouflet pour Donald Trump. On se demande même s'il va pouvoir se présenter à la présidentielle. En tout cas, dans son camp, il est très 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 affaibli. Et moi, je dirais qu'il est tout simplement très 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 affaibli dans la population. Mais vous savez, encore une fois, c'est quelqu'un qui a perdu quand même le vote populaire en 2016. Il faut quand même rappeler que Hillary Clinton avait 3 millions, 4 millions de voix en plus. Il a perdu le vote des midterms, il a perdu l'élection présidentielle. Donald Trump, c'était quand même, ça représentait en fait très peu de choses, hein, au sein de l'électorat américain. On dit là qu'il y aurait à peu près 70% des Américains qui ne voudraient pas qu'il se représente. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment le parti pour lui, c'est vrai, encore. Quoique là, peut-être qu'après les midterms, ça va changer, mais l'Amérique n'est pas derrière lui. Alors pour finir cette interview, je voulais vous faire réagir un petit peu parce que on a eu le tweet d'Elon Musk qui a récemment repris Twitter et qui a invité les followers qu'il dit indépendants à voter républicain en parlant un petit peu vaguement de contre-pouvoir pour que la démocratie puisse s'exprimer. Comment vous réagissez à ce genre de tweets qui viennent de start-upers milliardaires comme ça? Ben, en fait, l'analyse d'Elon Musk, elle est assez juste, hein. C'est-à-dire que maintenant, on a aux États-Unis le camp dominant, hein, c'est le camp modéré, c'est le camp indépendant. Vous savez, quand on s'inscrit sur des listes électorales aux États-Unis, on doit déclarer en fait si on est plutôt démocrate, républicain ou indépendant. En Quelquefois, il y fait, a un oui, en fait, quatrième parti. c'est cette tranche des électeurs-là qu'il appelle, hein, parce qu'on pourrait croire qu'il appelle euh, les Trumpistes ou des gens comme ça. En fait, non, c'est justement ces gens fluctuants qui votent, qui sont au centre-gauche, qui varient entre le centre-gauche et le centre-droit constamment. Ouais, voilà, voilà, et c'est vraiment, ça devient la majorité des Américains en ce moment. C'est-à-dire Mm. il y a des Américains qui, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des Américains, voilà, qui votent un jour démocrate, un jour républicain, qui votent des fois pour un gouverneur démocrate et puis pour un sénateur républicain. C'est-à-dire on vote vraiment beaucoup en fonction des personnes, Mhm. on vote beaucoup en fonction des programmes. Il faut pas croire que voilà que l'électeur américain est aussi polarisé qu'on ne le croit. Il y a vraiment une énorme volatilité. Et puis chaque année, on exprime aussi, enfin tous les 2 ans, on exprime son mécontentement et son approbation. Vous pensez que ces influenceurs, tels qu'Elon Musk, mais il y en a d'autres, et les réseaux sociaux plus largement, peuvent avoir une influence sur les derniers résultats qu'on attend tous aux États-Unis? Alors, pas pour sur les résultats qu'on attend là, mais les réseaux sociaux, bien sûr, ont une importance énorme, et surtout pour la gauche radicale. C'est-à-dire que la gauche radicale, ce qu'on appelle les Democratic Socialists ici, donc les socialistes démocrates, et puis toutes les organisations comme Black Lives Matter, comme Sunrise, s'organisent sur les réseaux sociaux. Ici, à New York, il y a eu vraiment beaucoup de victoires au niveau local, de jeunes de la gauche radicale qui se sont complètement organisés sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment leur moyen de communication privilégié. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Tristan. Merci Merci. beaucoup d'avoir accepté cet entretien, c'était très riche. Quant à nous, c'est la fin du dernier bulletin d'information de la journée. N'oubliez pas, pour que le média survive, il nous faut réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros de dons défiscalisables d'ici le 31 décembre. Il en va de la survie de notre antenne 24/7, mais aussi de la survie du média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer en toute liberté un autre regard sur l'actualité, en direct sur YouTube et on l'espère à la télévision. On compte sur vous
Connectez-vous sur le média, sur soutenez.lemediatv.fr, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous.